Bonjour à tous, bonjour. Juste quelques minutes avant le début de ce webinaire, je souhaite savoir si vous m'entendez bien. On souhaite juste faire quelques tests micro avant de commencer. Si l'un de vous pouvait juste me répondre dans le chat. Parfait, merci beaucoup. À dans 5 minutes donc.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui est dédié, donc vous l'avez compris, à la cartographie des risques et évidemment dans la partie conformité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'ensemble des participants se connectent. Je vois que pas mal d'entre vous sont en train d'arriver. Voilà, ça augmente de manière assez rapide. Donc, il est 11h et on va commencer à 11h02, 11h03. D'accord? Donc, à tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui étaient présents dès 11h. Donc, un webinaire sur un sujet qui est passionnant, qui nous intéresse tous, et on le voit dans les rendez-vous que nos équipes consultants opèrent auprès de vous. La cartographie des risques est un sujet important, intéressant, essentiel dans les processus de conformité. D'ailleurs, les chiffres d'inscription le montrent, puisque vous êtes quasiment 200 ce matin à s'être enregistré sur ce webinaire. Donc, pendant à peu près 40 minutes, on va aborder ce thème avec un axe très opérationnel, puisque, vous le savez, nous nous sommes associés au cabinet Franklin, que je vais laisser se présenter, et qui, entre autres activités, eh bien, propose des méthodes profondes, précises sur la partie cartographie des risques. Alors, je suis extrêmement ravi d'accueillir dans ce webinaire Serge et puis Cécilia du cabinet Franklin. On se connaît maintenant depuis quelques temps. On partage les mêmes objectifs, les mêmes passions pour ce métier de la conformité et aider les clients, les assujettis, à pouvoir mettre en place tout cela de manière le plus fluide possible. Juste avant de rentrer dans le détail dans l'agenda, Serge et puis Cécilia, quelques mots sur le cabinet Franklin et puis vous présenter également. Serge, je suis associé au sein du cabinet Franklin qui, depuis le début de cette année, a considérablement augmenté ses capacités en termes de conformité. Donc, on a une équipe sans doute une des plus larges de Paris et avec l'appui, avec un référent hors pair qui est Michel Sapin, qui peut nous guider sur tout un tas de sujets comme vous pouvez l'imaginer. Et on travaille notamment de façon assez intense sur ces sujets avec Cécilia Chalal. Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. Je m'appelle donc Cécilia Chalal, je suis avocat of counsel au sein du cabinet Franklin et je travaille sur les sujets de conformité réglementaire depuis maintenant
10 ans aux côtés de Serge. Merci bien. Donc, Serge l'a évoqué dans cette introduction. Évidemment, vous le savez, Altares, on opère sur la partie évaluation des tiers. Si on reprend le schéma de Sapin 2, même si je ne voulais pas forcément l'évoquer, la partie, le troisième pilier, cette fameuse cartographie. Et nous avons déjà des clients qui nous ont sollicité de concert pour mettre en place cette cartographie. Alors justement, on va regarder comment le cabinet Franklin propose cette cartographie des risques. D'abord, avec Cécilia, majoritairement, si j'ai bien compris ce matin, c'est ça, hein. Exact. Donc, les outils de pilotage et des risques, importants, avec une introduction néanmoins légale sur la cartographie des risques et la loi. Et après, on rentrera dans le détail de méthodologie d'élaboration et de déploiement de la cartographie des risques, tout ce qui doit être fait en post-implémentation, important, la partie vérification. Et puis, je vous évoquerai rapidement comment cette cartographie s'inscrit dans à la fois les lois anticorruption, Sapin 2 pour la partie française, et puis dans les exigences de la 5e directive. Je pense que Serge pourra également évoquer cette dualité qui est intéressante, puisqu'on voit qu'il y a quand même des exigences et des différences entre les deux cartographies, si on peut s'exprimer de cette manière-là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Cécilia, je vous laisse la main pour rentrer là-dessus. Serge, je vous dis un peu. Oui, alors peut-être je vais faire une introduction. Déjà, merci à la société Altares et à Laurent de nous avoir conviés à cet événement, et on remercie l'ensemble de l'assistance pour le temps que vous consacrez à ce webinaire. Peut-être qu'en introduction, il est important de mettre en contexte l'exigence d'établir une cartographie des risques au sens de la loi du 9 décembre 2016, connue de tous, j'imagine, dite loi Sapin 2, dans la mesure où il ne faudrait pas louper une marche dans le processus d'établissement de la cartographie, et une marche qui serait tout à fait fondamentale pour le succès du projet dans son ensemble. Alors, pour faire simple, juste à titre de rappel, l'objet d'une cartographie, c'est d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser, et enfin de gérer des risques. Ça, c'est commun à l'ensemble des cartographies des risques, comme certains ont déjà dû y être sensibilisés, notamment pour ceux qui ont été contraints ou qui ont pris l'option d'établir une cartographie, par exemple, de risques opérationnels. Celles-ci visent à prévenir, donc la cartographie, des risques loi Sapin 2, des agissements relevant soit de la corruption ou du trafic d'influence. Il est vrai que pour les entités publiques, le spectre est plus large et la prévention doit toucher à peu près toutes les atteintes à la probité, par exemple le délit de favoritisme. On va rester concentré, disons, sur l'article 17 de la loi, sachant que pour les administrations entendues au sens large, elles sont également astreintes aux obligations assez lourdes de l'article 3 de cette même loi. La cartographie est considérée comme un sujet prioritaire, d'abord, et éminemment structurant pour l'ensemble du dispositif. Ça, c'est un rappel qui a notamment été effectué dans le rapport d'activité de l'AFA 2019. L'AFA est revenue sur le sujet via notamment son diagnostic national publié en septembre 2020, où elle a considéré que la cartographie était pour elle un point de vigilance extrêmement élevé, et elle avait noté à travers un sondage sans doute un peu significatif, sur plus de 1000 entreprises assujetties, qu'uniquement parmi cette population, 53% avaient mis en place une cartographie de risque. Et ça, c'est donc un gros point d'attention pour l'ensemble des entreprises assujetties, puisque c'est un sujet prioritaire de contrôle opéré par l'AFA. Un des pièges à éviter, c'est bien évidemment l'établissement ou l'achat d'un kit de cartographie qui serait inadapté au modèle d'affaires. On a pu l'observer dans certains secteurs, je pense notamment aux entités du secteur bancaire où il y a plusieurs années sont prescrites, des dispositifs, par exemple LCBFT, ont été mis en place, mais qui étaient à peu près hors sol par rapport à l'activité de l'établissement. Donc, et la marche qu'il ne faut pas louper, c'est à qui incombe la responsabilité de prendre des mesures visant à prévenir et détecter la commission en France et à l'étranger, le cas échéant,
de faits de corruption ou de trafic d'influence. Tout cela sur le périmètre comptable consolidé. Donc, s'il y a une dimension internationale, comme vous le savez, vos implantations internationales sont visées par le dispositif qui a une volonté, affichée d'extraterritorialité de la loi Sapin 2. Donc, il y a un aspect international à gérer qui rajoute bien évidemment à la complexité. Il faut bien comprendre que c'est l'instance dirigeante qui est responsable, littéralement et légalement, de la mise en place du dispositif. Donc, ça se traduit par une politique explicitée par l'AFA, d'affichage d'une tolérance zéro au sein de l'entreprise d'actes qui seraient considérés comme à l'encontre l'éthique, l'éthique regroupant ici bien évidemment les faits de corruption et de trafic d'influence à minima. Donc, tolérance zéro qui doit être affichée par la direction et qui se traduit, par exemple, dans le code de conduite ou dans le régime disciplinaire qui doit être réel et appliqué. Cette tolérance zéro doit qui est également posé dans tout ce qui est politique et procédure de l'entreprise. L'obligation légale, il y a une logique assez fondamentale à la responsabilisation de la direction, et elle est liée en réalité aux difficultés rencontrées lors de déploiement d'un projet de conformité au sein d'une entreprise. Disons que pour caricaturer le propos, les projets de conformité sont, s'ils ne sont pas accompagnés, naturellement perçus comme étant contre-productifs, anticommerciaux, etc. Et si on part de ce constat relativement raisonnable, on comprend que seule la direction peut réellement insuffler l'impulsion nécessaire. Elle doit traduire une volonté indéfectible d'assurer l'intégrité au sein de l'entreprise. Elle doit manifester un très fort soutien, c'est à peu près la formule connue notamment dans le secteur bancaire de tone from the top. C'est un gage de crédibilité et l'exemplarité de la direction, bien évidemment, le poids politique qui doit être mis pour que ce projet se déroule à bien est absolument indispensable. Comment ça se traduit nécessairement pour mener à bien ce projet de façon satisfaisante et en ligne avec les attentes publiées de la fin, nécessairement la direction doit s'impliquer, ne serait-ce que pour mobiliser des moyens qui peuvent être relativement lourds. Mobilisation des directions, mobilisation des collaborateurs, mobilisation de moyens techniques et financiers, d'ailleurs qui peuvent prendre la forme d'acquisition de systèmes d'information complémentaires. Je pense à l'évaluation des tiers, puisque nous sommes chez Altares, la mobilisation de conseils externes. Donc, ça nécessite une mobilisation budgétaire forte que, bien évidemment, seule la direction peut décider et accompagner. Les risques sont connus. Ils sont de nature juridique, bien évidemment. Ça peut être une perte phénoménale, que ce soit une instance pénale ou autre. Les impacts humains au sein de l'entreprise, si votre entreprise est blacklistée, les aspects financiers, et les aspects, bien sûr, réputationnels, actifs, inquantifiables, mais ô combien précieux. Tout cela devrait mener les entreprises à considérer la cartographie comme un sujet prioritaire, et ça doit participer à un alignement entre les exigences légales, si celles s'arrêtent aux exigences légales, si la simple volonté affichée par la direction, c'est d'être en conforme aux exigences légales, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a une volonté d'alignement entre l'exigence légale et les valeurs réelles de l'entreprise.
Alors, pourquoi la cartographie est fondamentale? Tout simplement, la cartographie, c'est le cadre de référence, c'est la matrice du dispositif. C'est elle qui dictera le contenu des mesures préventives, qu'il s'agisse du code de conduite, des formations ou de l'évaluation des tiers, puisqu'elle déterminera les zones de risque et donc les zones à traiter. C'est également le guide des mesures de contrôle, qu'il s'agisse du contrôle interne, périodique ou permanent pour ceux qui ont ce type de dispositif, et bien évidemment le contrôle comptable. Ça donne les zones de risque à vérifier et à améliorer et à tenir à jour. L'instance dirigeante doit valider formellement la cartographie. Je pense que là, c'est un signe fort de la propriété du thème, qui est tout à fait fondamental, vu qu'il s'agit en réalité du véritable cadre de référence, d'où l'intérêt majeur de l'AFA sur le sujet, parce que si la carto est, comment dirais-je, déficiente, tout le dispositif sera déficient. Et également l'organe collégial, quand il en existe un, type conseil d'administration, conseil de surveillance, est impliqué et doit mesurer, au moins, j'imagine, annuellement, la pertinence et l'efficacité du dispositif, ce qui ramène quand même le sujet à un niveau de gouvernance au sein des entreprises. Maintenant, pour la définition du contenu et la méthode, je vais laisser la parole à Cécilia. Disons que la méthode est connue, elle est simplement adaptée au risque de corruption, et je crois comprendre qu'il y a des établissements de crédit qui sont à l'écoute, voire des compagnies d'assurance, donc ils connaissent bien ce phénomène de cartographie des risques, qu'ils soient opérationnels, ou LCBFT, ou risque de non-conformité. Voilà, je laisse la parole, après ce propos introductif, à Cécilia. Merci Serge. Merci Serge, merci Laurent. Donc effectivement, la cartographie des risques est le socle de la stratégie de gestion des risques. C'est le pilier fondamental du dispositif global anticorruption. Autrement dit, la cartographie des risques est la pierre angulaire du dispositif anticorruption, dans la mesure où c'est sur le fondement de celle-ci que les autres mesures de gestion de risque seront définies. La cartographie des risques, comme le disait Serge, doit permettre l'identification, l'évaluation, la hiérarchisation et la gestion des risques de corruption. Par ailleurs, elle permet d'informer l'instance dirigeante sur le profil de risque de l'entreprise et lui donne la visibilité nécessaire pour la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection qui doivent être proportionnées aux hypothèses de risque identifiées. À titre liminaire, il est important de rappeler que cette cartographie doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte notamment l'ensemble des processus managériaux et opérationnels. Elle doit être adaptée aux spécificités de l'entreprise, notamment en tenant compte des secteurs d'activité, des zones géographiques, de son contexte réglementaire et concurrentiel, etc. Mais on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire que la cartographie est un exercice personnel. Elle doit être personnalisée. Il ne devrait pas y avoir de cartographie des risques similaires d'une entreprise à une autre. C'est l'idée que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas un kit. La cartographie doit être formalisée. Cela signifie qu'elle doit être documentée de manière écrite, structurée et auditable. La forme de la cartographie des risques doit permettre à l'entreprise d'en faire un outil de pilotage des risques efficace. Elle est évolutive dans la mesure où elle doit être revue régulièrement pour prendre en considération les évolutions qui peuvent affecter l'organisation et qui nécessiteront une réévaluation des risques. Par exemple, l'évolution du modèle d'affaires ou l'apparition d'une nouvelle activité. Le projet de mise en place d'une cartographie peut prendre du temps et son déploiement efficace nécessite une approche méticuleuse, un séquencement adéquat des travaux et l'implication de l'ensemble des personnels concernés. À ce titre, l'AFA a développé une méthodologie spécifique en 6 étapes. Donc, je vous renvoie aux recommandations de 2017 qui font d'ailleurs actuellement l'objet d'une consultation publique qui a été ouverte par l'AFA jusqu'au 16 novembre 2020. Et l'objectif, c'est de les mettre à jour. Les projets sont consultables sur le site de l'AFA. Donc, ce qu'on peut retenir, ce sont 3 phases importantes. Il y a d'abord la phase de conception, ensuite la phase de déploiement, et ensuite, il faudra s'interroger de l'existence de la cartographie post-déploiement. Sur l'étape de la conception,
il convient, dans un premier temps, de définir les rôles et les responsabilités de chaque intervenant. Il est important de rappeler qu'il s'agit là d'un exercice collégial et transversal qui doit impliquer chaque collaborateur, de l'instance dirigeante aux opérationnels, ce qui permettra une appréhension complète des risques réels auxquels les entreprises sont exposées. Dès cette étape, il est très important de rappeler le rôle de chacun. Donc l'instance dirigeante, on en a déjà parlé, mais elle donne l'impulsion, elle promeut la diffusion du message de lutte contre la corruption. C'est elle, in fine, qui validera l'approche par les risques retenue par l'entreprise. La direction de la conformité, quant à elle, aura un rôle de pilotage et devra travailler en étroite collaboration avec d'autres directions, comme par exemple la direction des risques, notamment pour prendre en compte l'existant, afin de capitaliser sur les dispositifs, par exemple, de cartographie qui existent, comme des cartographies de risques opérationnels, par exemple. Et puis, les opérationnels sont très importants parce qu'ils disposent de l'expérience pratique des processus de l'entreprise. En résumé, il convient donc de prévoir un spectre très large d'intervenants, incluant la direction conformité, la direction des risques, la direction juridique aussi, parce que sur cet aspect, il convient quand même de rappeler l'importance du service juridique, notamment pour appréhender des infractions qui ne sont pas évidentes à cerner, comme la corruption et le trafic d'influence. La direction des ressources humaines, la direction informatique, l'audit interne le cas échéant, et les opérationnels. Cela, c'est vrai pour les acteurs du secteur privé. Donc, pour les acteurs du secteur public, bien évidemment, l'instance dirigeante est également requise. Le service responsable qui coordonnera l'élaboration de la cartographie des risques, donc qui prend un peu le rôle de la direction conformité. Les responsables des processus décisionnels opérationnels et comptables contribueront également à l'exercice, et puis aussi les personnels qui disposent de l'expérience de terrain et qui peuvent rendre compte des facteurs spécifiques aux fonctions exercées. Ensuite, il conviendra de réfléchir à la stratégie des entretiens qu'on souhaite mener. Par exemple, des entretiens collectifs au sein d'ateliers de travail peuvent être très intéressants, dans la mesure où cela permet de confronter les contributions et ça permet aussi de disposer d'une analyse plus fine, plus complète, en phase avec la réalité de l'entreprise. Après, vous pouvez aussi mettre en place des entretiens individuels qui peuvent être plus adaptés, par exemple, à l'agenda de la direction générale, ou encore, il a été observé des questionnaires envoyés par email. En tout état de cause, ces entretiens ou ateliers devront faire l'objet de comptes rendus précis, car ils permettront d'alimenter le corpus procédural dédié à la cartographie des risques et aussi d'engager les premières lignes d'un plan d'action. La deuxième sous-phase de la conception, c'est de revoir en profondeur les processus avec une analyse très fine, par exemple, de tous les facteurs de risque qui peuvent se présenter. Par exemple, les pays, donc les implantations, par exemple, d'une entité internationale très importante, les secteurs d'activité, les opérations, notamment celles qui sont stratégiques. On peut penser aux opérations de fusion-acquisition. À ce titre, il est très intéressant de noter qu'il y a un guide pratique de l'AFA sur les vérifications à faire dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition. Donc, nous, on vous recommande de prendre en compte les recommandations qui sont présentes dans ces guides parce que ça peut vous aider, vous aiguiller lors de vos ateliers. Également, autre facteur de risque, la nature des tiers, on y reviendra plus tard. Et puis, prendre en compte aussi l'historique des incidents, c'est-à-dire les incidents qui ont affecté l'entreprise, par exemple, les observations qui auraient pu être remontées via l'audit interne ou par le biais du dispositif d'alerte, ou encore les faits ayant donné lieu à l'application du régime disciplinaire. Pour le secteur public, les scénarios de risque identifiés devront notamment couvrir les facteurs de risque, comme on a cité pour le secteur privé pays, secteur d'activité. Effectivement, il faut aussi prendre en compte le fonctionnement interne de l'organisation, la gouvernance. Pour les activités, on peut penser à la réalisation des travaux, la délivrance d'autorisations, l'attribution de subventions, la fourniture de services, la commande publique. Sur la commande publique, idem, il y a un guide pratique de l'AFA sur la maîtrise des risques de corruption dans le cycle de l'achat public. Son organisation territoriale, les liens d'intérêt entre l'instance dirigeante et les personnels, et puis encore une fois la nature des tiers, c'est-à-dire le secteur d'activité du tiers, les liens de dépendance économique, etc. Donc sur la base des entretiens menés, l'entreprise sera
en mesure de disposer d'un état des lieux précis, permettant d'identifier de manière documentée et circonstanciée les scénarios des risques qui lui sont propres. Donc, c'est très important d'avoir des scénarios qui soient calés sur la réalité des processus. Il convient de rappeler que la cartographie doit intégrer l'intervention des tiers, notamment, il s'agit d'une autre thématique très importante issue de la loi Sapin 2, c'est la thématique des procédures d'évaluation des tiers. Donc, à l'issue de cette revue exhaustive, structurée, objective et documentée, l'entreprise doit être en mesure de dresser un listing complet et objectif des scénarios de risque. Ensuite vient la phase de l'évaluation des risques bruts. Il s'agit là d'évaluer le niveau de vulnérabilité de l'entreprise fondé sur 3 indicateurs. D'abord, l'impact potentiel, donc qui peut être réputationnel, juridique, financier et ou économique. La fréquence, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence du risque, et également l'existence de facteurs aggravants. Et l'entreprise pourra décider d'appliquer un coefficient de gravité, par exemple. Ensuite, on peut déduire les risques nets grâce à l'évaluation des dispositifs de maîtrise de risque. Qu'est-ce que c'est, les dispositifs de maîtrise des risques? Ce sont les procédures, les processus et les contrôles existants, ou pas d'ailleurs, qui permettent de gérer et de maîtriser le risque. Donc là, il s'agira de se dire, est-ce que j'ai des procédures qui me permettent de gérer tel ou tel risque? Oui, non. Si oui, est-ce que cette procédure est fiable? Est-ce que j'ai des contrôles? Est-ce que j'ai des processus? Ensuite viendra la phase de déploiement. Donc, le déploiement repose d'abord sur l'implémentation d'un plan d'action robuste. Ce plan d'action robuste découlera justement de toute l'analyse que vous avez fait en amont sur l'existence des dispositifs de maîtrise de risque. Et ça va vous permettre de hiérarchiser les risques. Donc, le plan d'action doit comprendre les actions à mener pour renforcer le dispositif. Ça peut être, par exemple, se dire, cette procédure existe, mais on a besoin de la mettre à jour pour la renforcer. Ou alors, je dois intégrer de nouveaux contrôles dans mon plan de contrôle permanent, etc. Donc, sur la base, encore une fois, de la hiérarchisation des risques résiduels, ce plan d'action viendra formaliser la stratégie des risques retenus par l'entreprise. Il faudra bien évidemment définir un calendrier précis sur l'implémentation du plan d'action, ses modalités de mise en œuvre. Il est très important également que ce plan d'action soit validé par l'instance dirigeante et soit suivi aussi par les instances dirigeantes. Ensuite, le déploiement repose aussi sur une formalisation structurée. On parlait de corpus procédural dédié à la cartographie des risques. Il devrait contenir à minima la cartographie des risques qui se présentera sous un format, une matrice Excel, et puis une note méthodologique d'accompagnement qui pourrait être un Word ou un PowerPoint et qui devra couvrir à minima les éléments suivants. D'abord, des éléments de présentation de l'entité concernée, donc présentation générale, contexte, etc. Le rappel des personnes impliquées dans le processus de conception et de mise à jour des cartographies des risques. Elle devra également contenir l'analyse macro des facteurs ou sources de risque permettant la définition d'un profil de risque spécifique à l'entité concernée, la méthodologie de calcul des risques bruts, la méthodologie de calcul des risques nets, la hiérarchisation décidée, et ensuite le listing de l'ensemble des scénarios de corruption décidés. Donc, c'est la formalisation finalement des choix que l'entreprise a retenus, c'est la formalisation de votre approche par les risques. Sur le choix justement de la forme de cette cartographie des risques, en fonction de l'établissement, la documentation pourra être organisée par entité, par processus, par métier ou zone géographique. Vous avez le choix là-dessus. L'entreprise est libre de retenir son approche, à condition qu'elle puisse le justifier, en cas de contrôle, par exemple, de l'AFA. Concernant le processus d'actualisation de la cartographie, alors, il y a 2 possibilités. Donc, il faut soit une revue périodique, la recommandation de l'AFA, c'est qu'elle soit à minima annuelle, ou sur événement, par exemple, s'il y a des nouveaux produits, une nouvelle organisation. Donc, c'est très important de formaliser
ce processus de mise à jour parce que ça montre que l'intérêt de l'entreprise d'être dans une démarche constante d'amélioration. Ensuite, comme le soulignait Serge, il est très important, une fois que la carto et le corpus procédural dédié est validé par les instances dirigeantes, sont validés par les instances gérantes, il faudra qu'elle fasse l'objet d'une diffusion auprès, à minima, des personnels concernés. Et tout cela, normalement, cela devrait vous permettre de disposer d'une cartographie des risques qui est un outil de pilotage des risques de corruption. Après sa mise en œuvre, donc post-déploiement, cette cartographie des risques, elle est susceptible de faire l'objet d'un audit interne ou externe, en cas de contrôle administratif ou de procédure judiciaire, par exemple. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir une piste d'audit claire. Les documents doivent être datés, référencés, archivés. Il est très important, par exemple, pour préparer un audit externe, celui de l'AFA. Il faut regarder le questionnaire. Donc, il y a un questionnaire publié par l'AFA sur la partie notamment F, donc la partie dédiée à la cartographie des risques. Il y a 15 questions. L'entreprise doit lire ces 15 questions et se dire « est-ce que je peux y répondre ?» Si la réponse est oui, a priori, ça veut dire que votre dispositif, au moins formellement, répond aux attentes de l'AFA. Si la réponse est non, alors il faudra se questionner sur la mise en place d'un plan de rémédiation rapide. Pour mieux anticiper un contrôle de l'AFA, d'ailleurs, il est intéressant de formaliser l'exercice, c'est-à-dire de prendre le questionnaire, de répondre aux questions et d'y attacher la documentation pertinente. S'agissant d'un dispositif, d'un audit interne, quand c'est applicable, bien sûr, donc l'audit interne peut décider de mettre en place un contrôle sur le processus anticorruption. Et à ce moment-là, il conviendra de répondre clairement aux attentes de l'audit interne. Et s'il y a des défaillances qui sont détectées, un plan d'action et des recommandations seront émises de la part de l'audit interne sur lequel, effectivement, il faudra mettre en place un plan d'action et les suivre définitivement. En conclusion, les facteurs clés de succès pour mettre en place une cartographie des risques, c'est d'abord, on le rappelle, et c'est très important, la forte implication des instances dirigeantes, la mise en place d'une gouvernance renforcée du projet de mise en place de la cartographie des risques, une connaissance approfondie et une analyse fine des processus existants et des implantations géographiques, la formalisation de la méthodologie retenue et des ressources budgétaires et humaines adéquates. Merci bien, Cécilia, merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai pris beaucoup de notes. J'imagine que de votre côté également, vous avez pris des éléments. Ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré, la présentation vous sera également transmise. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et évidemment, le cabinet Franklin peut vous accompagner dans cette cartographie des risques. J'ai noté un chiffre intéressant qu'a mentionné Serge au début, 53%, la moitié des assujettis ont mis en place leur cartographie. On a exactement un pourcentage intéressant chez Altares sur la partie évaluation des tiers, le 4e pilier. On était il y a quelques temps à 30%, on est passé à 35%. Ce sont les 2 piliers qui sont les plus en retard, si j'ose dire, chez les assujettis. Alors pour plein de raisons. Et on voit ce matin sur la partie cartographique les 3 étapes que propose le cabinet Franklin. Et point important évoqué par Cécilia, ce sont les outils pratiques. On a parlé de documents Excel, de documents PowerPoint, etc. Donc des choses assez pratiques et vraiment opérationnelles pour mettre en place votre cartographie. Alors évidemment, pourquoi aujourd'hui Altares on s'intéresse à la cartographie des risques, puisque vous le savez, elle est, voilà, je vais réussir à passer mes slides, voilà, elle est intimement liée à l'évaluation des tiers, au 4e pilier. D'ailleurs, Cécilia parlait tout à l'heure de la mise à jour de la cartographie des risques à minima une fois par an, sauf en cas de changement d'informations sur les produits, les clients, la partie géographie. Je ne vais pas vous faire les cours sur les 3 éléments de l'évaluation des risques.
Et justement, dans la partie évaluation des tiers, ce genre d'informations sont mises en exergue, et notamment sur la partie risque pays, risque client. Hein. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on insiste chez Altares sur ce lien très fort entre le troisième et le quatrième pilier, même un lien systémique, c'est-à-dire que la cartographie va évidemment engendrer les tiers à évaluer dans le quatrième pilier, mais la due diligence qui va être faite dans le quatrième pilier et certaines informations vont alimenter une révision de la cartographie des risques. Hein. Donc ces deux piliers sont très très intéressants et ils s'alimentent l'un et l'autre. Alors là, c'est l'angle anticorruption, Sapin 2. Sur la partie AML, on est sur une autre vision. Là, l'angle systémique, il est évident, il est constant, il est en temps réel. Évidemment, on l'a vu dans les participants, il y a à la fois des acteurs du monde financier, banque et assurance. Donc, je rappelle les nouveaux assujettis de la 5e directive depuis janvier, depuis janvier, et puis les assujettis Sapin 2, donc vraiment deux mondes qui doivent opérer pour l'anticorruption, mais avec néanmoins une mise en place différente. Donc ça, c'est assez important également, Serge l'a évoqué, de ne pas forcément copier-coller ce qui s'est fait sur le secteur bancaire, essentiellement le secteur bancaire qui mettait en place la cartographie des risques. Serge, tu veux dire un dernier petit mot sur ce thème-là, sur ne pas copier-coller ce qui se fait dans le monde bancaire et dans le monde Sapin 2. Oui, alors c'est bien évidemment une de nos recommandations, mais qui ne fait que refléter les attentes de l'AFA, qui a posé pour principe que la détection des risques LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ne pouvait pas être un substitut à l'exercice de prévention de la corruption. Hein. Donc là, que les esprits soient clairs, présenter un dispositif LCBFT au lieu et place d'un dispositif anticorruption, ça ne tiendra pas la route. En revanche, le dispositif LCBFT peut énormément contribuer au dispositif anticorruption sur le volet de la connaissance client. Hein, donc la connaissance identitaire requise au titre de la lutte anti-blanchiment, y compris l'aspect bénéficiaire effectif, sera extrêmement utile pour évaluer une personne. Les établissements financiers qui soient assujettis à MiFID II ou à la directive distribution d'assurance collectent d'autres types d'informations d'ordre qualitatif sur les clients qui peuvent également contribuer à l'intelligence de l'entreprise par rapport à la connaissance des tiers. Mais je crois que ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que le volet connaissance des tiers, effectivement, on peut s'appuyer dans une grande mesure, disons une certaine mesure, pas complètement complète, mais excusez-moi de la redondance, mais ce n'est pas un substitut. Je pense que c'est le mot important à retenir ce matin. Très bien. Alors, il y a deux questions qui nous sont posées par les intervenants. Alors, je ne vais pas dire les noms dans ce webinaire, je vais dire simplement les prénoms, ne vous inquiétez pas. Donc, Lionel qui nous pose une question qui vous est adressée. Donc, disposez-vous d'un benchmark sur le nombre de moyens de scénario identifiés pour un groupe présent à l'international? Alors, en fin de compte, la question, c'est, on a bien vu qu'une cartographie des risques, elle doit être faite en fonction des paramètres intrinsèques à l'entreprise. Néanmoins, est-ce qu'il y a des benchmarks, des grands ABAC sur la cartographie des risques, notamment sur les groupes présents à l'international? Alors, pas véritablement. Oui. On peut donner des indications. Oui. Ça dépend également de la philosophie retenue par l'entreprise. Il y en a qui retiennent des risques génériques qui déclinent plus finement. Alors, qu'est-ce qu'on compte, les risques génériques ou leur déclinaison, je ne sais. Ça va, disons, là je vous donne à l'emporte-pièce, de 20 à 150. Ça doit être à peu près ça. Bon, maintenant, il n'y a pas de recette. Donc la boussole, c'est vraiment l'exposition du modèle d'affaires au risque. Hein. Ce qu'on a pu observer dans le passé, c'est que les cartographies beaucoup trop complètes, notamment de risque de non-conformité à l'émergence de cette obligation dans le secteur bancaire, il y avait un exercice d'exhaustivité qui avait été recherché dans le premier temps, on finissait avec 2000 risques pour des grands groupes français, alors que par exemple Citibank en sortait 117.
Donc, on se posait des questions vu la taille de Citibank. Donc, il y a un effort de réflexion pour ramener tout ça à une quantité gérable. Je pense que ça fait partie également de l'objectif. Ce n'est pas la peine de dessiner une cartographie de 500 risques qui ne sont pas gérés. Il vaut mieux les regrouper à ce moment-là en famille. Ça a beaucoup plus de sens en contenu de la finalité de l'exercice. Donc, voilà, je pense que la limite, c'est le gérable, et que le gérable, ça ne doit pas, j'imagine, dépasser une grosse centaine, je dirais. Il y a une dernière question, de toute façon on les retrouvera dans les différents documents, alors un peu plus opérationnel. Donc la cartographie doit-elle faire l'objet d'un seul outil, document consolidé, plutôt pour vous, Cécilia, ou est-ce qu'elle peut être la synthèse de plusieurs analyses complémentaires, par exemple une partie dans la cartographie des risques globaux de l'entreprise et une autre qui émane de l'outil de gestion qui gère les tiers. Alors, c'est quoi? C'est un CRM, un SRM. Alors, la question est un petit peu alambiquée, néanmoins, là, une question sur, en fin de compte, la manière de présenter les éléments. Peuvent-ils émaner de plusieurs sources et doivent être néanmoins consolidés dans un seul document? Ouais, c'est une question, excusez-moi, c'est une question extrêmement intéressante. En fait, il y a plusieurs points. Tout à l'heure, c'est pour ça qu'on parlait d'un corpus dédié à la cartographie des risques, qui bien évidemment va contenir plusieurs éléments. Donc, si il y a un outil qui existe pour évaluer les tiers, bien évidemment qu'il faudra y faire référence dans un document. Ce qui est important, c'est d'abord de se dire la cartographie des risques, c'est une matrice Excel, ni plus ni moins. C'est la représentation de tous les risques sous format Excel. Mais après, bien évidemment, vous pouvez compléter cette matrice Excel qui en plus contiendra plusieurs onglets, certainement, par la formalisation de votre méthode, mais j'allais dire une formalisation littéraire. Et dans cette formalisation littéraire, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez tout à fait dire, voilà pourquoi on a retenu ces scénarios, et voilà tous les dispositifs qu'on a en place qui permettent de soutenir cette cartographie des risques. Donc, typiquement, si vous avez un outil qui vous permet d'identifier les tiers, il faudra citer l'outil qui permet d'identifier les tiers et un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est que cet outil. Si vous avez déployé des contrôles spécifiques dans un outil, par exemple, de gestion des contrôles permanents, il faudra également en discuter. Si vous avez des outils de surveillance comportementale qui vous permettent de détecter des cas de fraude qui pourraient alimenter votre réflexion sur la corruption, il faudra également les viser. Il faut bien comprendre que c'est un dispositif combinatoire et qui bien sûr couvre plusieurs aspects. Je suis bien évidemment. Laurent, excusez-moi. Je suis bien évidemment d'accord avec ce que vient de dire Cécilia. Maintenant, la question peut recéler d'autres enjeux. Je vais vous dire ce qu'il ne faudrait pas que ça reflète comme enjeu. C'est déjà des vies parallèles de direction. C'est-à-dire que si des directions ne veulent pas partager leur secret de guerre, ça, c'est vraiment quelque chose à proscrire. La cartographie doit formaliser l'ensemble des risques et elle doit être complète. Donc, nous, on aurait tendance vraiment à proscrire l'idée selon laquelle il y aurait des cartographies selon l'activité et la direction au sein du même groupe. Ça ne correspondrait certainement pas à l'attente de l'AFA d'un point de vue formel. En plus, ça donne une information potentielle à l'AFA, c'est qu'il y a un problème au sein de l'entreprise sur ce sujet. Donc là, ça peut être un facteur d'alerte pour des inspecteurs, internes ou externes d'ailleurs, qui pourrait être exploité si la raison n'est pas bonne. Si la raison est bonne, elle est documentable, d'accord, et de toute façon, l'exercice de consolidation, c'est un effort complètement marginal. Donc, moi, je serais vous, je ne m'en dispenserai pas. Une dernière question, très technique, très opérationnelle, pardon. Donc, un conseil qui vous est demandé, vraiment intéressant. Donc, comment conseillez-vous de mettre à jour périodiquement la cartographie des risques? Concrètement, l'année dernière, les opérationnels et la direction ont été interviewés. L'année passée, j'imagine que c'est 2019, pour réaliser une cartographie. Et doit-on refaire le même travail tous les ans? Donc, c'est une question intéressante parce que quand on dit que la cartographie doit être mise à jour tous les ans, est-ce que c'est également l'ensemble des interviews, l'ensemble du travail? Non, enfin, sauf événement majeur. Il est clair que si votre entreprise d'hier ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui après une opération de restructuration, là, l'exercice s'impose. Disons sur
une note de continuité normale d'activité. La mise à jour est commandée effectivement par des événements, de nouvelles contraintes réglementaires, des événements soit internes, soit externes, hein, des manquements, des sanctions disciplinaires, des alertes. C'est à peu près les vecteurs de mise à jour, et bien évidemment les résultats des contrôles, qui soient périodiques, permanents ou comptables. Ça va alimenter la mise à jour. Et après, ça remontera aux instances dirigeantes au moins une fois annuellement. Mais refaire le tour des entretiens, non. Bon, sauf si ça s'impose, ça nous semblerait un peu superfétatoire. Oui. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Alors, si vous souhaitez poser vos questions, je parle là aux participants. Vous aurez bien sûr toutes les coordonnées du cabinet Franklin. Vous nous connaissez chez Altares, donc inutile de vous rappeler nos coordonnées, mais je pense que vous pourrez contacter Cécilia ou Serge pour avoir avancé sur ces sujets-là. Merci de votre présence. Serge et Cécilia, merci beaucoup. C'est très, très intéressant. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.